À la une ce soir, première victoire de Rosette Orange aujourd'hui aux Anses d'Arlay. Les franciscaises se sont imposées devant CTDM, EDF et GFA Caraïbes. L'équipage du FR Champflore, arrivé en 4e position, conserve le maillot rouge de leader du classement général. Des étapes rendues accessibles aux sourds et malentendants grâce à une initiative de Muriel Mas. Un bateau suiveur leur est dédié avec des analyses de l'étape en langue des signes. Un dispositif particulier mis en place pour chaque étape du tour. L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du 16 août prochain. Une bonne nouvelle pour les familles bénéficiaires qui pourront boucler leur budget rentrée scolaire. Enfin, le club franciscain en grosse difficulté financière. Les joueurs risquent de ne pas partir assurer le match retour face au Deportivo Walter Ferretis au Costa Rica. Les Martiniquais qui ont réalisé une belle saison sont dans l'impasse. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec la première victoire de Rosette Orange aujourd'hui aux Anses d'Arlay. L'équipage franciscain s'est imposé en un peu plus de 2 heures devant CTDM, EDF et GFA Caraïbes. UFR Champflore, quant à lui, est arrivé en 4e position et conserve son maillot rouge de leader du classement général. Ne manquez pas le point complet sur cette 6e étape dans le mag du Tour présenté par Hubert Bornil à partir de 20 h. Une manifestation autour de laquelle sont programmées de nombreuses animations. Il faut occuper le spectateur à terre qui attend l'arrivée des yoles. Pour cela, l'Office de tourisme du centre organise des ateliers ludiques. Le public est alors invité à réviser son histoire ou sa géographie sous forme de jeu. Voyez ce reportage de José Le Chertier. Découvrir l'histoire de Schellcher et le patrimoine martiniquais à travers le jeu. C'était qui Victor Schellcher? Parce que papa a dit que la statue. Une idée proposée par l'Office du tourisme du centre aux visiteurs de passage. L'initiative est du goût de tous. J'ai dit que c'est une bonne chose et c'est pas toutes les villes qui le font. J'aime bien et j'apprécie. C'est ça le problème. Il n'y a pas beaucoup de villes qui le font comme vous le faites, mais je vous félicite. Merci. C'est une très bonne initiative. Donc c'est vrai que c'est un petit côté ludique. Ça permet effectivement aux participants ou à ceux qui viennent sur le Tour des Yoles de découvrir un peu l'histoire de la commune. Parce que bien souvent, effectivement, on passe dans les communes. Pourquoi? Parce que vous avez les plages, vous avez le Tour des Yoles, vous avez le Tour cycliste. Mais on ne connaît pas forcément plus que cela sur la commune. Donc c'est une très bonne initiative, déjà pour les enfants. Parce que bon, leur demander qui est Victor Schellcher, même pour un adulte, parfois on se gratte la tête, on se pose oui, mais c'était qui encore ce bonhomme? Donc c'est une très bonne chose. Vas-y, simplement. Voilà, c'était un abolitionniste et c'est l'un des plus connus. Des pionniers. Ce concept créé pour l'occasion permet de concilier l'événement Tour des Yoles et l'aspect culturel de notre petite Martinique. Il y en a qui connaissent très bien leur patrimoine, il y en a d'autres, notamment les enfants, qui ont besoin de ce petit coup de pouce pour vraiment mettre le pied dans leur patrimoine et connaître un peu mieux leur ville et leur pays. Et pour ceux qui se sont prêtés au jeu, un large choix de cadeaux était proposé. Il faut jouer pour le savoir. Vous avez joué vous-même? Pas de chance, par manque de temps, nous n'avons pas pu jouer, mais à chaque ville-étape, l'Office du tourisme propose de nombreux lots. Autre belle initiative pendant ce tour, celle de Muriel Mas qui a décidé de permettre aux sourds et malentendants de pouvoir suivre les étapes. Un bateau suiveur leur est dédié avec des analyses de la position des yoles en langue des signes. Voyez ce reportage de José Le Chertier. Jean-François, 48 ans, du Cossais, est né entendant mais a perdu l'ouïe à la suite d'erreurs thérapeutiques, ce qui ne l'empêche pas de vivre normalement. Cette année, lui et les membres de l'association Martinique Langue Sourde ont décidé d'être au cœur du tour. C'est la première fois qui participe de cette manière-là avec des gens qu'il a fait venir. Et du coup, il est très content de découvrir toutes ces choses, d'apprendre plein de choses tout au long de la course, de rencontrer des gens, de rencontrer les coursiers. La rencontre avec Mohan, coursier de l'Aïol UFR Champflore, a été très bien perçue. Je trouve ça super génial, c'est sympa. En plus, des fois, on peut se mettre la barrière, se dire que comme on ne connaît pas le langage des signes, on ne va pas les comprendre, mais c'est faux. Parce que quand on parle de la même chose et qu'il y a une connexion, on arrive à discuter avec eux. La preuve, tout à l'heure, j'ai discuté avec eux, on s'est compris. C'était fort sympathique. Et je pense qu'on devrait faire des journées avec eux et faire des initiations YOL. Comme ça, ça montrerait au monde que
Ça ne change rien qu'on soit sourd, muet, aveugle, handicapé. On peut toujours faire des activités et s'amuser. Être malentendant ou sourd n'est pas un obstacle. Grâce à Muriel, infirmière de profession, femme et mère de coursier, elle a réussi avec brio à faire tomber les barrières. Il a fallu trouver un canot avec comme consultant M. Émile Masse, ancien patron de YOL, sortant de l'écurie du célèbre Aton Masse, pour qu'on puisse avoir vraiment quelqu'un qui nous explique, parce qu'il n'était pas question d'aller en YOL comme ça. Il fallait vraiment quelqu'un qui nous explique tout, moi n'étant pas assez forte en voile, donc ça c'était important. J'ai organisé aussi le bus, et puis après on a cherché quelques sponsors, on a essayé d'avoir des t-shirts gratuits grâce à Conseil Caraïbes. J'ai été voir le président de la fédération, j'ai été aidé par Matt Fabienne. Ils nous ont vraiment aidés parce qu'ils nous donnent l'opportunité d'être en tiers coup cela. J'aime la gueule, j'aime la fête, je protège ma santé et toi. Des malentendants qui ont passé une journée agréable en Cheyolla. Et les 2 prochaines arrivées d'étape de cette 34e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes sont programmées à Fort-de-France. Quel dispositif de sécurité sera mis en place? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec le directeur département proximité et sécurité de Fort-de-France, Maurice Fernet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 2 arrivées d'étape coup sur coup en plein week-end. Ça risque d'attirer beaucoup de monde. Est-ce que c'est particulièrement compliqué à gérer pour vous? Alors, en fait, c'est aussi compliqué de gérer une étape toute seule ou d'en gérer 2. C'est-à-dire, effectivement, sur les 2 jours, il y a une mobilisation plus importante de nos services, mais les problématiques sont les mêmes. C'est-à-dire qu'accueillir une étape de Tour de Martinique des Yoles Rondes, c'est plusieurs milliers de spectateurs qui viendront à Fort-de-France, avec une difficulté le samedi, c'est l'activité économique qui doit se poursuivre. Donc nous faisons tout pour que cette activité économique puisse se réaliser dans les conditions normales, que les chalands aient accès aux magasins et que le public puisse garer dans de bonnes conditions. Voilà, donc c'est des problématiques de circulation, de stationnement, de sécurité d'une manière générale, de gestion du domaine public. C'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte chaque fois qu'il y a un grand rassemblement. Du coup, pas de barrage filtrant? Absolument, c'est-à-dire que le principe reste le même hein, pour les 2 jours. Le premier élément, c'est que toute la zone savane, on va dire, y compris la rue de la Liberté, l'avenue des Caraïbes, l'avenue, le boulevard Chevalier 7-Pentes et la rue Bouillet, toute cette zone est réservée à la manifestation. Donc les voies sont interdites à la circulation dès 6 h du matin demain. À partir de là, pour pénétrer dans cette zone, il y aura un certain nombre de barrages filtrants, bien entendu. Sont interdits également toute une série d'objets qui ne font pas partie de la panoplie du yoleur, hein, les bouteilles en verre, les armes par destination, etc. Et par conséquent, non seulement les agents de sécurité, mais également les forces de sécurité qui seront déployées sur la zone, aidées en cela par la vidéoprotection, auront pour mission, bien entendu, de faire en sorte que toute personne qui viendra dans cet espace vienne pour faire la fête. Et c'est ça l'essentiel. Et pour l'occasion, qu'est-ce qui est prévu ce samedi? Est-ce que les commerçants vont terminer à la mi-journée ou vont rester un petit peu plus tard? Alors, ils ont le loisir de le faire. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas eu de mot d'ordre particulier, mais en tout cas, les conditions seront bien entendu réunies. Alors, bien entendu, souvent, c'est les commerces de bouche qui restent ouverts un peu plus tardivement. La manifestation étant prévue pour se terminer aux alentours de 16h, 16h30. Voilà. À côté de cela, évidemment, nous avons pensé aux problématiques de stationnement. Je rappelle d'ailleurs que depuis le 1er août, le stationnement est gratuit à Fort-de-France sur la voie publique. À côté de cela, vous aurez effectivement tous les espaces de stationnement et parking silo qui seront ouverts. Et puis, un clin d'œil particulier aux propriétaires de véhicules électriques et véhicules hybrides, puisque le parking qu'il y a du côté du terminal Interrail, Gexpark, mettra gratuitement à disposition des espaces de stationnement pour ces véhicules. Donc, avec navette ou pas? Alors, des navettes sont prévues à partir du stade Pierre-Liqueur, puisque notamment demain, les centres commerciaux seront ouverts. Donc, on n'est pas dans les mêmes conditions que pour le carnaval. Mais il y a suffisamment d'espaces de stationnement. Je rappelle d'ailleurs que la ville n'est pas fermée, comme on le dit souvent. Il y a effectivement l'accueil de la manifestation, mais il y a aussi une activité économique qui peut se dérouler et puis des riverains qui pourront aussi vaquer à leurs occupations. Alors j'imagine que tout est déjà ficelé pour les marchands ambulants. Qu'auront-ils le droit de faire, de ne pas faire vente d'alcool par exemple? Voilà, alors le principe de base, c'est que tout commerçant qui veut exercer doit disposer d'une autorisation préalable délivrée par le maire. Donc ça, c'est très important. Donc ces personnes se sont rapprochées de nous, ont fait leurs demandes, elles ont été autorisées. Donc pour le Tour de Martinique des Yoles Rondes, le maire a décidé d'autoriser la vente de bière. Par conséquent, par contre, tout ce qui est bouteille en verre est proscrit.
Et un certain nombre de personnes, y compris des commerçants sédentaires, ont fait l'objet d'ailleurs de cette information directe par la police municipale. Et comme nous le faisons systématiquement maintenant, la vidéoprotection nous aide aussi à verbaliser les contrevenants. L'objectif, ce n'est pas de sanctionner les gens, mais de faire en sorte que cette manifestation reste ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un lieu de convivialité, un espace évidemment où la fête doit être le premier objectif poursuivi par les uns et les autres. Donc, interdiction de la consommation, enfin d'utilisation de bouteilles en verre, qu'il s'agisse de boissons alcoolisées ou pas, un certain nombre de boissons, des jus. Tout dans les gobelets. Voilà, bon, on utilise effectivement les gobelets, on utilise des bouteilles en plastique. On recycle aussi, puisqu'il y a une démarche d'éco-responsabilité qui a été menée en direction de ces commerçants. Et je crois qu'il y a un bon écho, il y a une bonne participation, parce que comme nous le disons toujours, le commerce non sédentaire fait partie de la fête. Donc nous leur faisons toute la place. Maintenant, il y a des contraintes pour la sécurité de la population. Il est important que chacun joue le jeu. Une dernière question, quels seront les moyens déployés par la ville de Fort-de-France, j'imagine en partenariat avec la police nationale, pour assurer la sécurité de tous? Voilà, alors nos équipes sont mobilisées depuis plusieurs jours pour, bien entendu, vérifier le domaine public, électrifier les chapiteaux, etc. Toute la logistique à l'heure où je parle est prête. Les contrôles aussi obligatoires, contrôles techniques ont été faits sur les structures, la scène, les chapiteaux, etc. Et demain matin, en plus des équipes qui seront mobilisées pour contrôler le domaine public, évidemment, c'est l'ensemble des policiers municipaux de la ville sur plusieurs vacations. C'est également des agents de sécurité mobilisés. C'est également la police nationale. Donc, on va, en gros, que sur la journée, nous aurons environ 200 à 250 personnes qui seront se consacrer à la sécurisation de l'ensemble de l'espace, avec, encore une fois, ce regard de la vidéoprotection qui permet d'avoir une vision globale. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a un poste de commandement opérationnel qui est tenu, qui va se tenir donc, au centre de supervision urbain, sous l'autorité de la directrice de cabinet du préfet. Et puis, bien entendu, l'aspect secours est également présent, puisque nous avons un gros poste de secours où seront mobilisés des sapeurs-pompiers, des secouristes bénévoles, tout ça, encore une fois, pour la sécurité des personnes qui viendront. Mais je rappelle que le premier partenaire, c'est la population. Il y a un certain nombre de consignes de sécurité que chacun doit appliquer. On laisse à la maison les bouteilles en verre. On vient, bien entendu, correctement vêtu pour ne pas être soumis aux rigueurs du soleil, mais même si, effectivement, on annonce de la pluie pour ce week-end. On s'hydrate, bien entendu, parce que souvent, c'est des malaises que nous avons à traiter, effectivement, sur ces opérations-là. On fait attention aux enfants, aux siens, bien entendu, mais aux enfants d'une manière générale, pour, là aussi, qu'il n'y ait pas d'accident. On garde correctement son véhicule. Et puis, bien entendu, des parkings motos sont à disposition pour ceux qui vont se déplacer à moto. Et je ne vais pas insister, bien entendu, mais ces conseils sont également valables pour ceux qui seront sur l'eau, puisqu'on a eu malheureusement à déplorer quelques accidents de navigation ces derniers jours. Esprit correct exigé. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et puis bonne manifestation pour ce week-end. Bon tour des yoles à tout le monde. Merci à vous. Revenons maintenant sur le club franciscain qui risque de ne pas pouvoir assurer son match retour face aux professionnels du Nicaragua. Nous en parlions cette semaine. Les franciscains ont remporté ce mardi leur match aller des 8e de finale de la Ligue de la CONCACAF. Ils sont attendus le 8 août prochain au Costa Rica pour le match retour, sauf que voilà, les finances du club sont au plus bas et l'argent manque pour pouvoir se rendre sur place. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. Après sa victoire mercredi contre le Nicaragua, l'aventure du club franciscain en CONCACAF semble compromise. 8 000 € manquent à son budget pour aller disputer le match retour au Costa Rica. Un vrai coup dur pour l'équipe et son staff. Les déplacements dans la Caraïbe sont extrêmement coûteux. Et effectivement, malgré l'aide au voyage qui est accordée par les instances de la CONCACAF, il nous manque encore quelques fonds. C'est frustrant parce que ça nous ferme quelque peu les portes de la Caraïbe. Pourtant, les hommes de Dominique Jean n'ont pas démérité, bien au contraire. Championnat, Coupe de Martinique entre autres, le club a raflé tout ou presque la saison dernière. Aujourd'hui, il peut compter sur le soutien de ses supporters. On donne ce qu'on peut, on donnera. Je pense que si chacun met un peu de leur bon vouloir, on peut attirer quelque chose et ce ne serait que bénéfique pour eux. Par rapport au palmarès et puis par rapport au vécu du club franciscain, en plus ils ont un staff assez bien, un entraîneur bien et ils sont très assidus à l'entraînement. Un club qui doit aller beaucoup plus loin et un club, je pense qu'il faudra aider un petit peu.
tout le monde le supporte. C'est un club qui a ramené beaucoup de titres pour le club franciscain, alors tout le monde le supporte. Grâce à une aide de la CONCACAF à hauteur de 50%, la trésorière du club règle ce matin les billets d'avion. Et bonne nouvelle pour le club, elle a aussi croisé en chemin un patron qui s'est spontanément proposé comme sponsor. D'accord, merci. J'espère que ça va beaucoup vous aider. Oui, ça va mettre du beurre dans les épinards. C'est important, c'est vrai, mais bon, c'est le cœur qui a parlé. Et comme je suis un ancien franciscain, donc je l'ai fait avec plaisir. Mais pour financer l'hébergement et les déplacements une fois sur place, les partenaires manquent encore. Attirer les sponsors, je ne sais pas si aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui aiment le football, qui supportent le football, et à le club franciscain, parce qu'on a toujours l'impression que le club franciscain, comme il gagne des titres, comme il a le plus beau palmarès de la Martinique, que le club franciscain a de l'argent, vous entendez ça partout. Mais c'est faux. Avant son départ dimanche, le club franciscain espère attirer de nouveaux sponsors. Le match retour est prévu mercredi prochain. Attention, un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie de Martinique pour retrouver Séverine Louise Bernadine, épouse d'Aigra. Elle n'a plus donné signe de vie depuis le 30 juillet dernier aux alentours de 10 h alors qu'elle était partie faire des courses dans la zone commerciale Annette au Marin qui est située en face de son domicile. Âgée de 84 ans, elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Antillaise de petite taille avec les cheveux blancs, elle a une démarche un peu courbée et utilise une canne pour se déplacer. Aucune description vestimentaire n'est connue pour le jour de sa disparition. Elle est souvent vêtue d'une jupe et ne sort de chez elle que pour faire ses courses. Alors si vous avez le moindre élément qui pourrait aider à orienter les recherches, vous êtes prié de contacter la gendarmerie du Marin au 05 96 74 18 44 ou de composer le 17. Plus qu'une quinzaine de jours avant le versement de l'allocation de rentrée scolaire. Une bonne nouvelle pour les familles concernées puisqu'elle a été légèrement revalorisée. Un coup de pouce important pour les bénéficiaires qui pourront enfin boucler leur budget pour la prochaine rentrée scolaire. Voyez ce reportage de Marie Tricot. Un coup de pouce un peu plus généreux cette année. L'allocation réservée aux familles à faible revenu a été revue à la hausse pour cette rentrée 2018. Les parents d'enfants nés entre le 16 septembre 2000 et le 31 décembre 2012 recevront la prime versée par la caisse d'allocation familiale à partir du jeudi 16 août. Pour y prétendre, les enfants doivent être scolarisés dans un établissement public ou privé reconnu par l'État ou encore suivre un programme d'enseignement à distance. L'allocation de rentrée scolaire est calculée sur les revenus du foyer qui ne doivent pas dépasser le plafond de ressources sur l'année fiscale 2016 et selon l'âge de l'enfant. De 6 à 10 ans, l'allocation se monte à 367,73 €. Les familles d'adolescents perçoivent davantage, 388,02 € de 11 à 14 ans, et ceux âgés de 15 à 18 ans bénéficient d'une prime de 401,47 €. Le montant de la prime est multiplié par le nombre d'enfants à charge. En 2017, 37 768 familles martiniquaises ont bénéficié de cette allocation. La rentrée scolaire 2018 est prévue le 4 septembre. Coup de projecteur maintenant sur les œuvres réalisées par Franz Pétricien. Elles sont à découvrir à la boutique Attelage à Fort-de-France. Une belle découverte pour les amateurs d'art local. Sur place, des tableaux, sculptures et objets souvenirs qui rendent hommage aux scènes de la vie traditionnelle. Marie Tricot vous présente un aperçu de ce qui vous attend sur place. Regardez. Et j'ai commencé par le sable noir. Le sable noir, il y a un endroit à Grand-Rivière qui s'appelle la Lave, donc ça vient de la montagne Pelée, donc ça ramenait ce sable noir. Donc j'ai commencé par cela, et puis c'était pour rentabiliser une activité, parce que les artistes, on dit souvent que les artistes ne vivent pas de leur art. Donc mon objectif, c'était de répondre à une clientèle à des périodes données. Ma technique de prédilection, c'est l'émail à froid et le sable volcanique. Donc c'est ce que je fais avec Fiotive. Fiotive, c'est celle-là, je vous la présente. J'ai travaillé différentes techniques. Donc l'émail à froid, c'est cela.
J'ai fait du papier, hein, et puis bon, ici l'émail avec du bronze, donc un effet bronze pour ce saxo. Le tableau en sable volcanique, c'est une technique que j'ai créée de toutes pièces. Donc c'est ma création, on va dire. Ce qui fait que derrière chaque tableau, il y a un texte qui parle de la montagne pelée. Hein, donc les touristes, ils cherchent à partir avec un peu de terre de Martinique et un peu d'histoire. Allez, nous restons tout près de vous en venant à votre rencontre dans les quartiers. C'est le moment de passer à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous parle ce soir de la blanchisserie de l'ADAPI. Nous vous la présentions déjà en novembre dernier dans le cadre de la semaine du handicap, puisque la structure embauche plusieurs personnes handicapées. C'est le moment best-of de notre JT des communes. Durant cette semaine du handicap, l'occasion sera donnée d'expliquer et de montrer à la Martinique que les personnes souffrant de handicap peuvent tout naturellement avoir une activité professionnelle comme madame, monsieur, tout le monde. Ça se passe ici depuis quelques années et ma foi, ça se passe très bien, quoi. Depuis 2002, cette structure se consacre à l'embauche de personnes en situation de handicap. Devenue entreprise adaptée par la suite, le personnel travaille sous le régime des 37 heures. Nous avons une quarantaine de salariés qui doivent avoir une reconnaissance de travailleurs handicapés et une orientation en milieu ordinaire ou en entreprise adaptée. Cette reconnaissance, cette orientation est donnée par la MNPH. La blanchisserie reçoit des linges en provenance d'hôpitaux et de maisons de retraite. L'activité est assez soutenue, mais pour ces salariés, le simple fait d'intégrer le monde du travail est très important. Ça fait 9 ans. 9 ans? Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Ton travail, c'est quoi ici? C'est du repassage. Et puis, quand il n'y a rien de faire, un peu de pliage. C'est bien de travailler? Tu es contente de travailler? Ah si, c'est génial. C'est la maison, c'est pas agréable. Hein? Je fais le repassage. On envoie les draps, les nappes, les têtes d'oreiller. Et puis... C'est difficile comme travail? C'est dur, mais on est obligé de travailler. Pourtant, les choses ne sont pas simples pour cette entreprise, souvent confrontée à la réticence de certains clients. Il faut dire que notre société garde encore une certaine image des personnes handicapées. Juste dire et informer les gens sur le fait que les personnes en situation de handicap sont capables de fournir des prestations, notamment celles que nous fournissons, espace vert, blanchisserie, comme toute une autre entreprise professionnelle avec de la qualité et de la maîtrise. L'intégration des personnes en situation de handicap, un vrai sujet de société. Heureusement, les mentalités évoluent doucement, mais sûrement. Voilà, mais en tout cas, on l'a bien compris, on peut faire appel à ces personnels, d'autant plus que l'État propose des exonérations de charges pour l'emploi de ces personnes en situation de handicap. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. Première victoire de Rosette Orange aujourd'hui aux Anses d'Arlay. Les franciscains se sont imposés devant CTDM EDF et GFA Caraïbes. L'équipage du FR Champflore, arrivé en 4e position, conserve le maillot rouge, leader du classement général. Des étapes rendues accessibles aux sourds et malentendants grâce à une initiative de Muriel Mas. Un bateau suiveur leur est dédié avec des analyses de l'étape en langue des signes. Un dispositif particulier mise en place pour chaque étape du tour. L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du 16 août prochain. Une bonne nouvelle pour les familles bénéficiaires qui pourront boucler leur budget rentrée scolaire. Enfin, le club franciscain en grosse difficulté financière. Les joueurs risquent de ne pas partir. Assurer le match retour face au Deportivo Walter Ferretis au Costa Rica. Les Martiniquais qui ont réalisé une belle saison sont dans l'impasse. Restez sur ATV. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale
nationales et internationales avec nos confrères de BFM TV, suivi à 20h du Mac du Tour présenté par Hubert Bornil. Enfin, à 20h15, ne manquez pas l'émission Vendredi, tout est permis. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Retrouvez demain soir à cette même place Céline Chanono pour la tranche info du week-end. Quant à moi, je pars en vacances que je pense bien méritées. Je vous retrouve avec plaisir à la rentrée prochaine. D'ici là, passez de bonnes vacances et surtout, amusez-vous bien.